Venir écouter une conférence dont le titre est Toxicology from a different point of view, ou la toxicologie d'un point de vue différent, c'est assez particulier. Il faut comprendre que le comité m'avait fait une demande. Ils m'ont laissé libre de répondre de la façon que je voulais, et j'ai décidé de le traiter comme ça. Pourquoi j'ai décidé de le traiter de cette façon? C'est un peu, soyons francs, ce que j'ai fait au cours des années. Dans un premier temps, je suis, et je l'avoue humblement, un décrocheur universitaire. Je veux dire, au Québec, à l'époque, dans les années 1960, on se retrouvait avec un système universitaire très traditionnel. Quelqu'un qui partait de son village et qui se retrouvait à l'université, tout à coup, quittait une petite classe de 20 étudiants, garçons seulement, parce que clairement, on séparait les garçons des filles. C'était dangereux d'avoir tous dans la même classe. Et souvent, la prof faisait 2-3 classes simultanées parce que 20 étudiants dans une classe pouvaient représenter 2 classes différentes. Et on se retrouvait donc très jeune à l'université, dans un immense amphithéâtre comme ici. Et vous pouvez facilement vous imaginer des amphithéâtres traditionnels où le système audio n'existait pas. Vous aviez un prof en avant avec des tableaux et qui remplissait les tableaux et qui les levait pendant 3 heures, qui répondait à aucune question et qui quittait. Disons que ce n'était pas tout à fait mon environnement, je préférais. Donc, j'ai travaillé pendant plusieurs années avant de retourner à l'université. Travaillé dans toutes sortes de situations, en hôtellerie, en restaurant, très, très près de la clientèle. J'étais beaucoup plus près au niveau commercial que n'importe quoi d'autre. Et je suis retourné à l'université tout simplement parce que le gouvernement du Québec, in his wisdom, j'utilise le mot anglais, à un moment donné, s'est rendu compte que le Québec était arriéré. Arriéré en termes de production d'universitaires. Et donc, ils ont créé un réseau d'universités. Et la seule règle était, si vous avez 23 ans et que vous voulez étudier, venez vous présenter, et si vous réussissez, tant mieux. On ne posait pas de questions. On ne posait pas, est-ce qu'on a fait un programme X, on a eu une cote R, Y, 4, 5, 6 avant. C'était 23 ans et on se lançait. Donc, je me suis retrouvé dans un environnement très particulier. Université du Québec à Montréal, 3 étudiants en biochimie. J'étais un des 3, j'étais le jeune, j'avais 23 ans. 4 étudiants en chimie, 11 profs, 2 secrétaires, 3 techniciens. Ça vous donne un environnement assez particulier pour faire un cours universitaire. Ça vous met dans la dynamique. Et comme nous étions tous des décrocheurs, on a tous très mal tourné. Soyons francs, sur 7, il y en a 6 qui ont fait des doctorats, 4 qui ont fait des post-docs. La seule personne qui, malheureusement, n'a pas fait de doctorat, c'est notre consoeur qui, à la fin de sa maîtrise, a trouvé l'homme de sa vie. Et elle a décidé plutôt de transférer dans un autre type d'environnement. Ceci étant dit, ça va vous donner une idée de ce que je vais vous parler parce que vous allez voir pourquoi c'est teinté dans ce sens-là. Donc, la toxicologie d'un point de vue différent, comment on le fait fonctionner? C'est assez particulier, la toxicologie. C'est un monde d'abréviations. Lorsqu'on aborde la toxicologie, on tombe tout de suite dans ce monde d'abréviations, de Sealing, d'ALARA, de MAC, de TLV, de STEL, d'OIL. Et pour un non-initié, c'est particulier. Et un non-initié, ça va être vos clients. Ça va être Madame la bouchère, chez nous je l'appellerais Madame Blancheville, ou ça va être le politicien. Vous n'arrivez pas à un politicien en lui répondant « Ah, bien le ceiling, Monsieur le Président ou Monsieur le Ministre, c'est de telle valeur. » Il va faire quoi? Et vous venez de le perdre immédiatement. OK? Et c'est lui qui, à la fin, finit par fournir les sous qui fait que vous êtes capable éventuellement de faire de la recherche. Et donc, ce milieu-là est un milieu important. Et malheureusement, on a, et comme toxicologue, parce que j'en fais partie, comme vous, évolué vers ce milieu un peu hermétique qu'on a besoin d'ouvrir. Pour rester un peu dans la logique de ce qui avait été demandé, j'ai touché le volet historique de la toxico. C'est juste pour vous rappeler, la majorité, très grosse majorité d'entre vous, êtes relativement jeunes, vous ne vous souvenez plus. Moi non plus, remarquez, là, même si je suis moins jeune, mais la toxicologie, ça a commencé grossièrement à peu près au début du siècle, mais on a vraiment vu apparaître la toxicologie avec les sociétés de toxicologie, l'American Society en 1972,
L'European Society, en 1975, et bon, tout seigneur, tout honneur, j'ai gardé la Société canadienne de toxico, même si c'est tout petit, hein, c'est à peu près 200 membres, qui est apparu en 1979, et UTOX, qui est apparu en 1980. UTOX, qui maintenant représente 52 sociétés, 8 instituts et à peu près 20 000 toxicologistes. Ce qui n'est pas énorme, remarquez, lorsqu'on regarde au niveau mondial. Probablement que le 20 000 toxicologistes était peut-être un petit peu sous-estimé, mais quand même, ça vous donne une idée de grandeur. Je vous disais que la toxicologie a commencé très tôt. Effectivement, elle a commencé au début des années 1900, mais elle a vraiment pris son ampleur en 1945-50, après la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est après la Deuxième Guerre mondiale que les chimistes se sont mis à produire des quantités astronomiques de nouvelles molécules, et on a tenté de suivre. Je dis « on », inclut la personne qui parle, et on est toujours à la traîne. Comme toxicologiste, on est excessivement à la traîne des chimistes. Vous savez, un chimiste organicien, c'est facile de développer une nouvelle molécule. Ah! 2, 3 petits tests, un petit feeder Redrich, une autre petite réaction, on rajoute un petit méthyle quelque part, et hop, on a une nouvelle molécule qu'on met sur le marché. Ça arrive en toxico, et on dit « Ah, OK, il faut faire quelques tests de base, et des petites choses comme ça. » Et 2 ans après, on a quelques données, tandis que le chimiste est déjà rendu à 2 molécules plus loin. On vient de métiers traditionnels, que sont la biochimie, la pharmacie, la médecine, la chimie, la physiologie, et même l'engineering, ou l'ingénieur. Parce que, bon, à l'heure actuelle, en toxico, je veux dire, on a énormément besoin de modèles mathématiques, et les ingénieurs sont très bons dans ces modélisations-là. Ils sont habitués de faire passer des trucs dans des tuyaux et de faire des calculs. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un tuyau, c'est une artère, c'est une veine, et on est capable de faire les calculs nécessaires et des genres de choses comme. Un des volets qui m'était demandé était d'essayer de nous projeter dans le futur. Pour être capable de nous projeter dans le futur, il faut être capable d'avoir une idée d'où est-ce qu'on est, présentement. Et donc, le seul outil que l'on peut penser utiliser pour avoir une idée, c'est Toxline. Il n'en existe pas d'autre. Et donc, j'ai utilisé une de mes vieilles collègues, une vieille consoeur, c'est-à-dire qu'elle est à peu près 10 ans plus jeune que moi, mais je veux dire, elle a pris sa retraite il y a 2 ans, donc on peut dire que c'est une vieille consoeur, pour être capable d'aller fouiller un petit peu Toxline, pour être capable d'avoir une idée un petit peu. Toxline existe depuis 1972. Vous voyez la Société américaine de toxicologie 1972, Toxline sont apparus à peu près en même temps. À l'époque, ça couvrait des domaines comme la biochimie, la pharmacologie, la physiologie et les effets toxiques des médicaments et ou des poisons. Un petit peu de produits chimiques, mais très, très rares. Oups, pardon. Comment Toxline a évolué? En 1972, il y avait à peu près 170 000 enregistrements, c'est-à-dire des citations de papier. Ça comprend autant des abstracts que des proceedings, que des articles scientifiques. Déjà en décembre 1980, vous étiez rendu à un petit peu plus d'1 million d'enregistrements. 1997, 2 millions et 2013, 4 millions. Bon, si on voulait s'amuser à faire une courbe, on se rendrait compte qu'on est en croissance exponentielle. Malheureusement, il n'y avait pas de chiffre de 95, mais ça peut vous donner quand même une petite idée de l'évolution de la toxicologie. Tout secteur confondu, parce qu'ici, lorsqu'on prend Toxline, malheureusement, on n'est pas capable de faire trop de subdivisions. Pourquoi? Parce que, bon, à l'époque, Toxline a été créé à partir de l'index Medicus, a été créé à partir de Biological Abstract, de Chemical Abstract, and International Pharmaceutical Abstract. Et c'est resté dans la même logique. En 15, les enregistrements provenaient de ce qu'on appelle, dans le domaine de la bibliothéconomie, de 18 subfiles ou de 18 sous-dossiers. Malheureusement, ces enregistrements-là
sont intégrés tels quels sans être altérés, sans être bonifiés. Et ce qui fait que, comme résultat, on n'a pas de contrôle sur le vocabulaire. Si on avait un contrôle sur le vocabulaire, une réponse de dire comment ça évolue, vers quoi on s'en va, est-ce qu'on a plus de recherches aujourd'hui avec tout ce qui est en HIC, OMIC, etc., on serait capable de répondre. Malheureusement, on ne peut pas. On ne peut pas faire ce genre de recherche-là. On peut juste voir, constater, si on fait, par exemple, protéomique, sortir une série d'articles sur protéomique. On aurait pu, remarquer, prendre 10 mots-clés ou 20 mots-clés et faire des recherches et regarder des thèmes, mais ça devient difficile. On ne peut pas détecter des nouvelles tendances ou des choses comme. On ne peut pas prendre, par exemple, nanotechnologie et fouiller Toxline. On se retrouverait avec des milliers de papiers. Autant sur des particules formées telles quelles, juste des poussières, que des particules formées volontairement, comme les nanotubes de carbone, que ce soit à multicouches ou à simple couche, ou des fluorènes, ou des quantum dots, ou des genres de choses comme ça. Donc, malheureusement, ça nous limite à ce niveau-là. Juste pour vous fournir un peu plus d'informations, Toxline est modifié ou updaté, dans le terme francophone, à tous les mois. On rajoute à peu près 140 000 enregistrements par année, ce qui vous donne quand même une bonne petite idée. Par contre, les filières où la base de données est rebâtie chaque année, ce qui vous permet de faire une recherche MESH indexing, qu'on appelle pour ceux d'entre vous qui sont familiers, qui faites vous-même vos recherches, qui ne demandez pas au bibliothécaire de le faire. Vous êtes capable de faire ce genre de recherche-là. J'ai voulu quand même continuer et essayer d'avoir une idée de comment ça a évolué. Et on a eu la chance de trouver un article qui a été fait en janvier de cette année sur la toxicologie, où la bibliothèque économiste, a présenté des citations d'articles dans Toxline. C'est une étude de Toxline par pays et par continent. Et on est capable de voir ici, voyez-vous, par exemple, j'ai mon petit outil, qu'en Europe, entre 2005 et 2011, il y a eu 400 000 citations, 22 000 articles pour un quotient de citation par article de 18,2, ce qui est relativement bon, mais faible par rapport à certains pays. Okay? Regardez, les États-Unis sont à 15, c'est plus faible. Lorsqu'on regarde des grands ensembles, c'est relativement faible comme citation. Lorsqu'on regarde des pays, c'est là qu'on se rend compte d'un peu plus l'importance. Voyez-vous, en Europe, l'Angleterre est vraiment en avance, suivi de l'Allemagne. La France vient en troisième lieu, par contre. Mais le nombre de citations et le nombre d'articles ne sont pas vraiment l'élément majeur dans ce milieu-là. Ce qu'il faut regarder, c'est des citations par article. Ça nous permet de voir l'importance de ces articles-là. L'impact que vos recherches, vous qui faites de la recherche, avez sur vos confrères. Pas nécessairement français, mais internationaux. Et donc, vous êtes capable de voir, notamment qu'en France, votre impact est de 19,4. Par contre, par rapport à la Suisse, qui ne publie qu'à peu près 900 articles en 5 ans, 6 ans, les Suisses ont un impact de loin supérieur. Pourquoi? Remarquez que je n'ai pas été joué à ce niveau-là. On pourrait s'amuser, si on voulait, faire ce genre de truc-là. Donc, ça vous permet de voir comment la toxico évolue, comment la toxico avance dans le temps et des genres de choses comme ça. Maintenant, un peu pour répondre à la question qu'on se posait au départ. C'était quoi l'impact du temps sur la toxicologie? Comment ça allait évoluer? Lorsque personnellement j'ai commencé, on faisait encore des LD50 chez les animaux. C'était très important. On prenait à peu près 200 rats pour faire un LD50. Aujourd'hui, on en prend 3. Vous allez me dire, il y a une petite différence. Oui, une toute petite différence de statistiques, mais c'était fait avec les groupes de pression qui nous demandaient de prendre moins d'animaux. Malheureusement, le législateur n'a pas suivi.
le législateur, regardez toutes les législations, même des législations modernes. Par exemple, CLP dans le cadre de REACH, on nous demande encore des LD 50 ou des doses létales 50 chez l'animal pour être capable de classifier une substance. Vous allez me dire, ça devrait être dépassé. Oui, je suis d'accord avec vous, mais on le remplace par quoi? Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a des chercheurs qui travaillent dans ce domaine-là? Pas beaucoup. On utilise encore des animaux pour évaluer la toxicité aiguë de substances, que ce soit orale, cutanée ou inhalation. Et je ne vois pas la possibilité de remplacer ces études-là. Oh oui, on peut utiliser des bactéries, je suis d'accord avec vous. Superbe. Mais déjà, on a un problème pour transférer des résultats animaux à l'humain. Comment vous espérez que je suis capable de transférer un résultat de bactérie à l'humain? Disons qu'on a énormément de travail à faire comme chercheur. Pas moi, là, moi je ne fais plus ça. Vous, pour être capable d'arriver à cette étape-là. Peut-être que dans 20 ans ou dans 25 ans d'ici, avec des modèles mathématiques, on sera peut-être capable de faire des choses. Mais aussi bon que les modèles mathématiques puissent être, il faut quand même les alimenter en données. Et les seules données que l'on a sont encore des données de LD50. Sur certains environnements ou sur certains secteurs, on est parvenu à évoluer. Si j'étais un groupe de pression, PK ou d'autres groupes, Greenpeace ou autres similaires, où je veux absolument protéger les animaux parce qu'ils ont une âme, j'applaudirais énormément parce que les tests d'irritation ont été remplacés par des tests de in vitro, que ce soit des bouts de peau ou que ce soit encore des couches cellulaires, on parvient à remplacer ça. Mais c'est le seul environnement sur lequel on est parvenu à faire ça. Et même, à certains moments donnés, la relation n'est pas toujours directe. Par contre, au niveau corrosion, on a fait un avancé important. Lorsqu'on a fini par reconnaître qu'une substance qui avait un pH supérieur à tant et inférieur à tant était de facto corrosif, on a éliminé beaucoup de tests qui faisaient souffrir les animaux. Lorsqu'il fallait mettre des corrosifs dans l'œil d'un lapin et que le lendemain matin, le lapin avait perdu son œil, soyons francs, ce n'est pas le genre de test qu'on fait de gaieté de cœur. Mais dans les années 60, dans les années 70, c'était le test accepté et acceptable et requis pour être capable de mettre un produit en marché. Maintenant, on a passé cette étape-là. Et donc, on évolue là-dessus. Et ce sont les guidelines de l'OCDE. Il n'y a pas vraiment de terme anglais pour remplacer le mot guideline de l'OCDE, même eux ne le traduisent pas, qui nous ont permis cette avancée-là. Guideline de l'OCDE qui évolue. Environnement dans lequel je vous suggère des fois de vous investir parce que c'est avec ça qu'on peut parvenir à faire évoluer la science. Par contre, c'est un milieu assez fermé, très difficile à pénétrer. Il y a des milieux qui sont plus faciles à pénétrer, je vous avoue franchement. Comment ça évolue? Bien maintenant, aujourd'hui, on voit de plus en plus de toxicité cellulaire ou de toxicologie au niveau de la cellule, au niveau moléculaire ou au niveau biochimique. On voit énormément l'établissement de modèles de tout genre, PPBK, BBBK, je veux dire, on est très bon pour leur donner des acronymes. Certains outils qui existent pour être capable d'évaluer la toxicité de substances, des toolbox, notamment ECTOX a fait des toolbox, quelques groupes comme ça qui ont fait des toolbox. Je dis toolbox, des boîtes à outils. Le terme boîte à outils n'est pas très, très pertinent parce qu'on s'imagine les trouver un tournevis, un marteau et quelques clés à molette. Le terme toolbox est un peu plus approprié. Disons qu'il y a un potentiel pour l'avenir. Il y a encore du travail à faire pour être capable d'avancer à ce niveau-là. Où on va évoluer au cours des prochaines années, c'est en modifiant nos approches pour faire des tests, pour tenter d'évaluer l'effet d'une substance chimique. Et M. Baptiste, le directeur scientifique, l'a mentionné, pour évaluer l'effet de la substance chimique sur l'humain, ou sur l'environnement.
ça évolue très, très rapidement à ce niveau-là. Dans les années 70, on s'imaginait assez facilement avec un truc qui s'appelait le Vice-Visor Line Notation. Pour certains d'entre vous qui sont déjà amusés en chimie ou dans ChemLine, dans les vieux textes, vous pouvez voir cette ligne de code où on tentait de calibrer une structure chimique. Et on s'imaginait que quelques années plus tard, avec beaucoup de calibration de beaucoup de molécules chimiques, on parviendrait à être capable de prédire leurs propriétés physico-chimiques au départ, et éventuellement leurs propriétés toxico et des choses comme ça. Disons que c'était un vœu pieux, ça s'est fait pendant bien des années. Le répertoire toxicologique où moi j'ai œuvré, parce que j'étais celui qui l'a mis en place, le répertoire toxicologique de la CSST, dans les premières années, les chimistes consacraient énormément de temps à intégrer la Vice-Visor Line Notation dans la base de données. On a fini par comprendre que ça ne nous menait à rien et on a abandonné. Aujourd'hui, on fonctionne plus à structure d'activité et on commence à avoir quelques résultats. Malheureusement, si on avait accès aux bases de données de l'industrie, on serait probablement capable d'avancer un peu plus vite parce que l'industrie pharmaceutique utilise ce genre d'outils de façon courante. Pour eux, il est important de ne pas investir $1 million pour développer une nouvelle molécule qui ne va rien leur donner. Et donc, ils cumulent les résultats de leur structure et des résultats toxicaux systématiquement. Et donc, ils sont capables de prédire que l'ajout d'un méthyle ou d'un éthyle en position C14 sur telle molécule va peut-être donner tel type d'effet. Mais malheureusement, ce genre de données, qui sont des données très, très confidentielles à l'industrie, n'ont jamais pénétré le milieu public. Pourquoi? Parce que, et encore, c'était mentionné par le directeur scientifique, ça l'évolue. Et par exemple, le plus bel exemple que l'on a, c'est les nanotechnologies. Ce n'est pas vieux, les nanotechnologies. Si vous retournez en arrière, en 1998, on ne parlait pas de nanotechnologie. En janvier 1998. En décembre 1998, on parlait de monotubes de carbone. Et en 1999, on parlait de multicouches de monotubes de carbone. Déjà en 2001-2002, le Weinhardt Institute aux États-Unis mentionnait que les nanotechnologies étaient pour amener probablement quelque chose comme 800 millions à 1 milliard de retombées économiques vers 2005. Aujourd'hui, il parle toujours, le même institut, de 6-7 milliards de retombées. À peu près 2000 produits qui sont déjà en marché, qui sont basés sur de la nanotechnologie. Où est-ce qu'on en est en toxicologie? Très, 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 très loin. Pourquoi? Parce que simplement pour faire une étude d'inhalation, ça nous prend 2 ans. Avec, 500 grammes de nanotubes de carbone qui proviennent d'une origine X. Que malheureusement, on n'est pas capable de et les résultats de cette étude-là ne peuvent pas être transférés à un autre 500 grammes de monotubes de carbone qui proviennent d'une autre origine parce que, le métal ou les produits de départ ne sont pas les mêmes et la toxico va être différente. Oui, on a évolué sur les poussières. On sait que le dioxyde de carbone, pas le dioxyde de carbone, le dioxyde de titane, qui est une poussière inerte, du moins qu'on a considéré comme une poussière inerte pendant longtemps, sous forme nanoparticules, est très toxique pour le rein. On sait que des nanoparticules de manganèse passent facilement au niveau du cerveau. Et là, ça nous amène à des maladies professionnelles parce qu'on peut peut-être expliquer pourquoi, chez les soudeurs, on se retrouve avec du manganisme. On ne parvenait pas, avec les méthodes d'hygiène industrielle de base, à comprendre. Mais on est très loin en arrière sur les nanos. On peut espérer que les collègues qui travaillent sur les cellules, les tests cellulaires, vont parvenir à nous donner des idées. Mais si on arrive à des nanos aujourd'hui pour essayer de transférer ça en termes de valeur seuil pour l'humain, pour de l'exposition au milieu de travail, je regrette, mais on ne sait pas faire.
parce qu'on n'a pas la base pour être capable de faire ce genre de truc-là. Donc, on se retrouve actuellement en 2015 avec énormément de données, avec de la recherche qui évolue à une vitesse folle pour des évaluations quantitatives. Ça nous donne quoi, tout ça? On a quoi en main? Et je vous ramène toujours à nos clients. Okay? Pas aux chercheurs universitaires, pas aux chercheurs d'instituts. Ils sont capables de se débrouiller. Mais les gens qui sont sur le terrain, est-ce qu'ils sont capables de se débrouiller? Est-ce qu'ils sont capables d'aller sortir un article, moi je ne sais pas, de nanotox et d'être capable de comprendre ce qui est dit là pour dire « Ah, là je comprends pourquoi ». S'ils n'ont pas le scientifique, s'ils n'ont pas le chercheur pour être capable de leur expliquer dans des langages clairs, je veux dire, ils sont malheureusement très démunis. Ah, vous allez me dire, ils vont consulter leur médecin. Wow! Il est très bon pour prescrire les antibiotiques. Fantastique pour déterminer que vous avez peut-être une cirrhose parce que vous consommez trop de vin rouge. Modérément, c'est-à-dire que vous prenez vos 2 bouteilles par jour. Et autres trucs similaires. Mais quand il arrive pour être exposé à une nanoparticule ou des genres de choses comme ça, il est un peu démuni parce que ça ne fait pas partie de son coffre à outils. On a quelques données, quelques bases de données qui peuvent nous aider. Vous pouvez toujours référer des gens. Vous avez HSDB que vous connaissez bien. Et ils ne sont pas mis ici en ordre d'importance ou de qualité. Ils sont juste mis ici en ordre de base de données disponibles. On pourrait s'amuser à discuter longtemps de la pertinence de l'une par rapport à l'autre, mais ils sont juste mis ici. Les cards ICSC de WHO ou de l'OMS, 1400 cartes à peu près. HSDB, c'est à peu près 2-3 000 records. Le répertoire toxicologique de la CSST, 3 000 quelques substances qui commencent à dater un petit peu parce qu'il manque de ressources pour les mettre à jour. Le NIH Pocket Guide, qui n'est peut-être pas l'outil idéal, soyons francs, parce que la personne qui faisait ça à l'époque, Lila Murthy, était Lila elle-même. If there's some NIH people in the room. Vous vous souvenez de Lila, chers collègues, Lila était particulière. Et donc, ce qu'on retrouve dans le NIH Pocket Guide, à certains moments donnés, est assez particulier. Il y a les fichiers NRS, qui sont fabriqués déjà depuis plusieurs années. Il y a la base de données la plus récente qui existe, qui est Gestis, qui malheureusement n'est pas disponible en français, mais qui est disponible en anglais et en allemand. Ce sont des outils que vous pouvez utiliser rapidement si vous avez une question. Par exemple, vous donnez un cours à l'université et qu'il y a un jeune qui est, parce que, bon, vous êtes dans une salle où il n'y a pas le Wi-Fi et donc ça ne sert pas à grand-chose qu'il ouvre leur ordinateur, surtout lorsque vous donnez un cours le soir et qu'il y a une partie de foot le soir-là, donc vous pouvez être sûr qu'il ne vous écoute pas, qu'il écoute la partie de foot. Mais donc, il n'y a pas de Wi-Fi. Il vous pose une question rapide sur une substance chimique. Vous pouvez aller dans une de ces bases de données-là et peut-être trouver une réponse. Ou vous pouvez avoir le temps, en soirée, d'aller lire un peu de documentation. Vous avez le TLV Documentation, à peu près 700-800 substances documentées. Vous avez les MAC allemands, documentés aussi maintenant disponibles en anglais. Vous avez la documentation du SCOL, qui est disponible maintenant aussi. La documentation du DECOS, qui est disponible. J'ai mis ici des documents que je considérais de bonne qualité, qu'on peut utiliser. La documentation de l'ANSES, qui n'est pas très développée, mais qui commence. La documentation d'EAGLE, Acute Exposure Guideline, ou encore les fiches INIRIS. Ce sont tous des documents de 10, 15, 20, 30 pages dont vous pouvez comment est-ce que je pourrais dire, utiliser pour fournir une réponse relativement rapide. Malheureusement, le défaut, c'est que toutes ces documentations-là traitent à peu près des mêmes substances. Vous avez à peu près, 1000 à 2000 substances qui sont traitées lorsque vous les mettez toutes ensemble. C'est pas beaucoup. Oui, 2000 substances, si je me fiais sur les données qu'on avait il y a 5 ans ou 6 ans, qui disaient qu'on avait à peu près 75 000 substances en marché dans le monde, ça ressemblait à un pourcentage convenable. 2000 substances sur les 4000 substances qu'on pensait d'usage courant, c'était encore mieux. Sauf que,
vous avez mis en place ECHA. Et ECHA, in his wisdom, a décidé de faire un inventaire des produits chimiques qui étaient utilisés en Europe. Et tout à coup, on s'est retrouvé plus avec 75 000, mais avec 150 000 substances. Et ce n'est pas terminé, cet inventaire-là. Donc, le fameux pourcentage, il vient d'être coupé par 2. Et on est encore plus démunis. Il y a des outils. Vous allez en entendre parler un peu plus tard. Et M. Baptiste en a mentionné Mixi France, qui est assez nouveau. Vous avez Mixi qui vient de l'IRSST, qui est la même chose que Mixi France, mais avec des valeurs de substances un peu différentes. Vous avez The Tool for the Assessment of Potential Combined Acute Effect of Chemical Mixtures. Ce sont les valeurs Eagle qui ont été mises en Mixi, c'est-à-dire qu'on parle ici d'interaction, un mot magique qui a été mentionné par M. Baptiste, un mot qui n'est pas familier pour beaucoup d'entre vous parce que vous travaillez sur des substances chimiques uniques, superbes. Vous amenez beaucoup de données sur ces substances-là. Mais dans la réalité, combien d'individus sont exposés uniquement à une substance chimique? Je vais vous le dire combien, des étudiants gradués. Une fois qu'ils sont sortis de leur labo, ils sont plus exposés. Parce que le patron, lui, il ne travaille pas dans le lab, il fait travailler les étudiants gradués. Parce que sur le terrain, en milieu industriel, tout le monde est exposé à un mélange de produits. Et juste travailler substance par substance, ça nous crée des problèmes. Et donc, ces outils-là ont été mis en place justement pour être capables d'avancer, pour être capables de parler d'interaction. On a parlé tout à l'heure d'interaction bruit, substance chimique. Superbe de belles problématiques. Vous respectez 2 valeurs seuil. Vous respectez une valeur de bruit. Ce n'est pas votre domaine, je suis d'accord avec vous. Et vous respectez une valeur d'une substance chimique X. Prenons comme exemple l'éthylbenzène. Donc, vous êtes protégé. Sauf que l'éthylbenzène est autotoxique. Et vous vous retrouvez avec des individus exposés aux 2 contaminants qui sont sourds. Comment vous faites de la prévention? Ce n'est pas évident. Vous baissez la valeur de la substance chimique ou vous baissez la valeur du bruit? Et là, vous arrivez dans une analyse coût-bénéfice. Qu'est-ce qui est plus facile? Réduire la concentration du contaminant dans l'air ou réduire le bruit? Je vais vous le dire tout de suite, ils vont dire réduire la contamination dans l'air. On va substituer. Tant mieux s'ils substituent avec une substance qui n'est pas autotoxique. Mais souvent, ils vont substituer avec une substance qui est moins toxique. Superbe. C'est juste qu'elle est un petit peu plus inflammable ou est un petit peu plus explosive ou des choses comme ça. Vos travailleurs sont protégés, oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus d'usine 3 mois après. Bon, ils sont vraiment protégés, sauf qu'ils sont protégés dans le sens qu'ils n'ont plus de salaire non plus qui rentre. Et donc, c'est tout un jeu de balance et c'est tout le volet substitution qu'on rentre. Et souvent, malheureusement, c'est fait par des ingénieurs de procédés qui n'ont pas d'idée de qu'est-ce que c'est les effets des substances chimiques. Ils vont regarder un petit peu l'inflammabilité parce qu'ils connaissent ça. Enfin, tout est en relatif. Mais ils oublient un peu l'aspect toxique. Et il y a plein de travaux qui ont été faits par l'INRS là-dessus, plein de travaux qui ont été faits à l'Université de Montréal par le groupe de Michel Gérin et Denis Bégin sur ce volet-là de substitution. Comment on substitue? C'est quoi les approches en substitution? Nos targets pour le futur. Et c'était une des questions qui était posée. Qu'est-ce qu'on peut voir le futur? Bien, le futur, c'est nos clients. C'est les gens du public. C'est les politiciens. On travaille finalement pour eux. Oui, super, vous avez fait une belle recherche. Vous avez publié 4 papiers. Parfait. Est-ce que je peux, moi, parce que je suis un praticien, est-ce que je peux utiliser vos résultats pour être capable de le transférer à madame qui me dit « Hey, qu'est-ce qu'on fait là? Ça pue, c'est dangereux. » Non, madame, c'est pas toxique. Je le sais, ça pue. OK, ça pue, c'est toxique. Qu'est-ce que je fais pour lui expliquer? Comment je fais? Ou mon politicien, mon beau politicien, et vos politiciens, dites-vous, sont la même chose que les nôtres. Hein? Un politicien, peu importe le pays, peu importe la langue, sont tous pareils. Ils veulent une réponse excessivement précise la veille du problème. Ils veulent que la réponse soit là. Parce que le problème, il va arriver demain.
Ils ne sont pas conscients encore que le problème va arriver, mais quand le problème arrive, ils veulent que la réponse soit déjà là. Et là, vous vous faites dire, c'est quoi la valeur, là? Il me faut une valeur. Oh, OK. Monsieur, on va vous le faire. Il y a à peu près 4000 papiers scientifiques. Donnez-nous 3 mois. Non, non. Il y a 200 000 personnes qui sont évacuées de leur maison. Il fait quoi avec ça? Il n'acceptera pas le politicien, peu importe le niveau, qu'il soit ministre, député, maire, premier ministre ou président, qui n'acceptera pas de payer pendant 2 mois, que ces gens-là restent dans des camps militaires sous des tentes en janvier, février, bien qu'en janvier, février, en France, vous n'êtes pas trop pire, mais en janvier, février, au Québec, cette année, il a fait moins 21 pendant 20 jours en ligne en février. Sous une tente, ce n'est pas très pratique. Il veut une réponse et il faut être capable de donner ce type de réponse-là. Donc, c'est ça, à la base. Oui, vous faites de la recherche, oui, vous publiez, mais des gens comme moi, on utilise votre recherche pour être capable de donner des réponses. Et je dis des gens comme moi, on est plusieurs dans la salle qui siègent sur des comités de l'ANSES, des comités de l'INRS, des comités ailleurs, où notre mandat est de fournir des réponses ou de fournir des guidelines, des valeurs seuils pour être capable de régler des problèmes, que ce soit pour des urgences, que ce soit pour éviter des maladies professionnelles. On vous l'a mentionné, des maladies professionnelles dans nos pays, il n'y en a pas tant que ça. Je vais utiliser un terme québécois, c'est pas si pire. OK? Il y en a malheureusement. Si c'était vous qui étiez pris à 45 ans avec une amiantose ou une béryliose, vous trouveriez ça moins drôle. Mais on n'a pas beaucoup de cas, mais les cas qu'on a, c'est des cas de trop. Bon, si vous alliez en Chine, vous alliez en Inde, ces cas-là, vous les trouvez à tous les coins de rue. Il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Mais il faut idéalement tenter de réduire. Un autre élément sur lequel il faut travailler, et on a énormément de travail à faire là-dessus. Et je vise certains collègues qui sont dans la salle parce qu'il y a certains collègues qui travaillent sur ce volet-là. Lorsqu'on prend des données animales et qu'on essaie de les transférer vers l'humain, dépendant du type de comité sur lequel on travaille, on va utiliser ce qu'on appelle des factors of safety, des facteurs de sécurité, des factors d'adjustment. Ce sont tous la même chose. C'est une valeur qu'on utilise pour passer de l'animal à l'homme. C'est une valeur qu'on utilise pour dire, ouais, ça va être ça pour l'homme, mais l'homme étant très large, le concept d'humain étant très large, parce que si vous êtes dans une population générale, il faut penser aux enfants. Très important, les enfants. Il faut penser aux petits vieux aussi, moins important, mais quand même, les petits vieux, je veux dire, on vieillit tous et chacun. Dans quelques années, certains d'entre vous vont être dans soixantaine, dans 70 ans, donc il faut penser aux petits vieux aussi. Donc, on met un autre facteur. Déjà, on est rendu à 2 facteurs. Et dépendant du type de données qu'on a pris pour s'en aller vers l'humain, on a un 3e facteur à mettre. On est déjà rendu à 3 facteurs. Dépendant des comités, dépendant du but visé, disons qu'il manque un petit peu d'harmonisation sur les facteurs. Un petit peu, beaucoup, énormément, passionnément, la folie. Et là-dessus, on a besoin de travailler. L'Organisation mondiale de la santé a mis des comités en place déjà depuis 2-3 ans qui y travaillent, mais ils sont loin, loin d'arriver. Ils ont fait quelques avancées, mais on se rend compte qu'on ne peut pas dire qu'on va prendre systématiquement un facteur de 3, par exemple, pour passer de telle donnée animale à telle donnée humaine. Ils l'ont fait pour un type de produit par ingestion orale. Ça ne se transmet pas pour les mêmes produits par inhalation. Donc, il faut faire ça systématiquement. Disons qu'il y a de quoi faire des thèses de doctorat et de vous amuser là-dessus. Pour ceux d'entre vous qui peuvent être tannés d'être sur la paillasse au quotidien, vous pouvez vous amuser. Il y a du travail. Par contre, ce n'est pas très sexy. C'est difficile à se faire subventionner de la recherche là-dessus. Parce que, bon, ça ne paraît pas bien. Des facteurs d'ajustement. Essayez de décrire un projet de recherche de 300 000 € pour dire on va travailler sur des facteurs d'ajustement. Vous avez un long, long chemin à parcourir. Okay? Des façons de s'orienter au niveau global. J'aurais pu utiliser le mot priorisation. Mais le mot priorisation n'est pas suffisamment fort. On a un défaut.
On travaille sur quelque chose qui est, j'ai utilisé le mot sexy tout à l'heure, on travaille sur quelque chose qui est sexy. Quelque chose qui est sexy, c'est quelque chose qui est à la mode. Et donc, je ne sais pas si actuellement, pour toutes sortes de raisons, les sels de platine en monocouche de carbone sont très, très populaires et qu'on est orienté un petit peu sur les monocouches de carbone et qu'on a le labo pour ça, on va présenter un projet sur les sels de carbone avec du doping de platine parce qu'on a une bonne possibilité d'avoir des fonds de recherche. Et d'autres collègues vont faire exactement la même chose. Ça va vous permettre de faire des équipes multi-pays, multi-continents, où vous avez plus de chances d'être subventionnés. Sauf que, je vous l'ai dit tout à l'heure, on se retrouve devant 150 000 substances. Et lorsqu'on regarde la littérature, on a peut-être de l'info sur 2, 3, 4 000 substances. Pas dire de vous en aller sur des trucs tellement exotiques que personne qui va vous écouter. Mais il faut quand même être capable de prioriser. Et pire que ça, c'est que, par exemple, on va citer des noms. NIOSH, IRSST, INRS. Tout le monde va partir sur cette fameuse monocouche de carbone monotube dopée au platine. Y en a-t-il un qui peut juste travailler sur ça? Puis l'autre à côté travailler, je ne sais pas, sur une monocouche dopée, je ne sais pas, mais au césium. Puis le troisième sur une monocouche dopée à l'argent. Au moins, on aurait déjà 3 types de substances couvertes. On pourrait peut-être être capable de faire de l'analogie, mais on n'a pas cette étape-là. Ce n'est pas fait encore. Oui, les grands instituts, les directeurs des grands instituts se rencontrent régulièrement. Je ne veux pas viser le directeur de l'INRS, mais je sais qu'il fait partie de ça. Dans le langage commun, c'est un comité informel qui n'existe pas. Chez nous, où j'étais à l'IRSST, on parlait de la réunion des GOD. M. Péparé, je m'excuse du terme. Mais je veux dire, ils ne sont pas, ils discutent de collaboration, mais ils ne sont pas encore à l'étape d'arriver de dire, une étape plus haut, on va tenter de couvrir plus large avec le petit peu de ressources que l'on a. Donc, ça, c'est quelque chose à faire dans un futur court, moyen terme, long terme, mais à faire si on va être capable d'évoluer plus rapidement. Et pour finir, parce qu'il me reste 5 minutes, je l'ai mis en français et c'est de tenter de donner un sens à nos données pour mieux être à même de les vulgariser. Sublime que vous puissiez publier un article dans Cell Biology sur un effet toxique sur la cellule. Mais, et pour vous, c'est bien. Pour vos collègues du domaine, c'est encore bien. Mais lorsque, sur le terrain, on essaie de prendre cette donnée-là, cette étude-là, et de la transposer, disons qu'on a un petit peu de problème. Et même si vous avez fait quelque chose de très standard, okay, vous avez fait une superbe de belle étude d'inhalation sur le rat chronique, parfait, donc on est capable de sortir une valeur seuil pour la vie durant de l'humain. Et vous n'avez même pas été foutu, je m'excuse d'utiliser le terme, de nous dire si les concentrations dans votre chambre d'inhalation étaient des concentrations nominales ou analytiques. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec les résultats de votre étude? Je veux dire, je suis obligé de la prendre pour ce qu'elle est, mais je suis obligé d'y mettre un facteur d'incertitude parce que je ne sais même pas si vous avez fait de l'inhalation dans un environnement contrôlé que vous avez mesuré de façon analytique ou vous avez évalué la concentration auquel vos animaux sont exposés, une concentration nominale. Ça me rajoute un 4e facteur. Et quand je suis à 4 facteurs d'incertitude, déjà la valeur seuil que je propose à mes clients ou à mes politiciens a déjà énormément d'incertitudes d'attacher. Et donc, ça, c'est mon quotidien. Donc, je vous ramène à ça parce que, écoutez, on va finir par quelque chose de très simple. Vous connaissez tous le KOH. Hein? Je pense que dans la salle ici, je n'ai pas besoin d'expliquer à personne qu'est-ce que c'est le KOH, peut-être, sauf peut-être à quelques personnes qui traduisent. Ou le NaOH. Mais savez-vous que si on arrive à faire une valeur seuil en France, pour le KOH et le NaOH, après plusieurs semaines de travail, plusieurs réunions de travail d'un comité de valeur limite d'exposition professionnelle, la conclusion du groupe d'experts a été il existe déjà une valeur en France depuis 1987. On ne peut pas la supporter
mais on ne peut pas non plus l'infirmer. On n'a aucune donnée qui nous permet d'aller dans un sens ou dans l'autre. Donc, on recommande au ministère du Travail français de garder la valeur de 1987 et de se fermer les deux yeux. Parce que la valeur de 1987 a été copiée sur une valeur américaine qui a été copiée probablement à la méthode du dime. Okay? La méthode du dime, c'est relativement simple. C'est deux des membres du comité le matin qui sont à la même hôtel et qui prennent un taxi pour se rendre à la salle de réunion et qui, dans le taxi, décident de flipper une pièce et de dire « Ah, si c'est face, c'est en haut de 10, puis si c'est tête, si c'est tail, c'est en bas de 10. » Puis hop, tiens, hop, c'est à 5. Et donc, la valeur est 5. Sur ce, chers collègues, je vous laisse. Il y a quelques minutes de questions. Sentez-vous bien à l'aise si vous pensez que. Le point d'interrogation ici, il n'est pas pour les questions. Il est juste pour vous dire, est-ce que j'ai appris quelque chose? Est-ce que ça peut peut-être avoir un impact sur moi? C'est certain que si vous avez des questions, je vais me sentir bien à l'aise d'y répondre, mais ça vous visait en premier lieu. Sur ce, merci beaucoup de votre attention et bonne journée. 2 minutes.